Bonjour à tous et bienvenue sur Art TV. Je suis à nouveau ravie de vous recevoir aujourd'hui pour cette émission où nous allons recevoir une personne, vous allez voir, qui a de multiples talents. Alors, je vous invite bien entendu à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait, à me rejoindre également sur le groupe Facebook où nous avons l'occasion d'échanger entre les émissions. Et bien sûr, je vous invite à aller voir mon site sandrinedubuis.fr où vous retrouverez tous les ateliers qui sont en lien avec ce dont nous parlons. Il y a des ateliers créatifs, des ateliers liés à la spiritualité, à la non-dualité, enfin, allez voir et faites votre petit marché si cela vous intéresse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Philippe. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour Sandrine, je suis ravie de te retrouver, c'est toujours un grand plaisir. Ah bien oui, écoute, on a des papotes parfois interminables. C'est toujours très agréable d'ailleurs. Et je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui parce que beaucoup de personnes te connaissent en tant que médium, mais peu sont au courant de ce parcours incroyable que tu as eu et de ton premier métier qui était dans le domaine artistique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du début, de tes débuts artistiques? Oh là, on remonte à loin, hein. Oui, mes débuts artistiques, j'ai toujours aimé l'art, la mode, tout ce qui touche à la mode particulièrement, les accessoires, enfin bref, tout ce qui peut embellir l'homme et la femme. Et c'est vrai que j'ai fait des études supérieures et j'ai finalisé avec une académie internationale de Coupe de Paris à Paris donc, et où j'ai été diplômé et à partir de là, j'ai commencé ma carrière. Pardon, j'ai commencé ma carrière. Mais il faut dire que j'ai un parcours avec l'école des Beaux-Arts, ce qui fait que, pour la petite anecdote, euh, qui est en lien avec ce que tu proposes, c'est que lorsque j'ai passé mon concours à l'école des Beaux-Arts, quand je suis rentré chez mes parents, je me suis précipité vers ma mère et j'ai lui ai dit, tu sais maman, c'est incroyable, quand l'examen que j'avais à faire, surtout au niveau coloristique et dessin académique, j'avais l'impression que c'est pas moi qui dessinais, mais ma main dessinait toute seule. Et j'ai commencé déjà à me dire, tiens, il y a quelque chose là qui m'inspire et où je me laisse porter. Et j'ai réussi mon examen et j'ai pu rentrer à l'école des Beaux-Arts. Ça a été mon tout premier, ma première conscience par rapport entre le visible et l'invisible. Oui, et d'ailleurs, on peut déjà admirer autour de toi pas mal de tes œuvres plus récentes. Oui. Mais on va revenir vraiment à ton parcours, mais c'est bien, on est dans le cadre, c'est joli à regarder, et merci de nous avoir emmenés dans ton univers. J'ai pas tout mis, hein. Tu n'as pas Voilà, tout mis. c'est qu'une partie. Oui, bien Mm. sûr, bien sûr. Alors, au début, donc, tu fais des études artistiques, bah, c'est chercher un boulot, je pense. Oui, oui, oui. Ah, je vois où tu veux. Ah, mais J'avais été employé par une société à Paris même. Et puis le travail que je faisais, c'était pas vraiment ce que je voulais vraiment faire, mais en tout cas, on était toujours dans la conception vestimentaire. Et donc, je sortais de l'école, j'étais tout frais, tout jeune, donc il faut faire ses armes. Et puis, j'étais pas vraiment passionné, mais bon, il fallait bien manger, il fallait bien travailler. Puis un jour, j'avais un jour de congé et je décide d'aller voir une de mes amies à Paris qui, elle, est peintre et qui est exposée dans le 9e, donc à côté de Richelieu de Drouot. Donc c'était déjà assez inspirant. Et puis, parce que je m'intéresse beaucoup à l'art, beaucoup au mobilier, enfin bref, à tout ce qui touche. Et donc, Richelieu Drouot, la salle des ventes, c'était quand même intéressant. Et là, je me trouve à côté, il y a la mairie du 9e. Donc, mon ami faisait une exposition et je décide donc d'aller la voir. Je vais la voir. Et elle était en train de discuter avec un monsieur. On voyait qu'il y avait un personnage élégant, il avait un très beau porté, etc. Donc, je la laisse discuter évidemment avec lui. Et quand il part, je m'avance, je dis alors, qu'est-ce que tu deviens, etc. Enfin, je,
la prise de contact, on était content de se revoir. Et quelques minutes après, une dame s'avance et nous présente un catalogue. Et c'était le catalogue de la maison que représentait le monsieur avec qui elle parlait. Et c'était une très grande maison parisienne que je connaissais pas vraiment. Et quand je vois ce catalogue-là, on le feuillette, elle et moi, et je lui dis, oh là là, mais c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et elle me dit, tu sais, il est venu pour me proposer, parce qu'elle a une peinture très... des scènes de mythologie. Et donc, elle me dit non, je lui dis que c'était pas le genre de choses que je voulais faire. Je dis, bah, si toi tu fais pas, moi je peux me proposer. Évidemment, moi, un petit genou qui arrive comme ça, elle s'est dit, je peux pas vraiment te recommander. Et j'ai reçu une douche froide quand elle m'a dit ça. Ça m'a fait un peu bizarre. Je dis, ah, ben, c'est pas très cool. Et puis, je lui dis, tu sais, si je l'appelle et que je lui dis que je te connais, simplement, ça te dérange? Je me dis, non, vas-y. Donc j'appelle cet établissement, j'ai ce monsieur au téléphone qui est un ponte, hein, faut le savoir aujourd'hui, c'est l'égal de Dior, Saint-Laurent, enfin c'est une maison très très luxueuse. Et puis j'arrive à obtenir un rendez-vous et moi tout fier j'apporte des petits croquis format 3 à 4. Après quand tu rentres dans ce métier-là tu t'aperçois que c'est pas du tout la même chose, tu travailles sur des formats grand aigle, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. Et puis ce monsieur me dit bon mais très bien, je vois un peu ce que vous faites, mais à part ça vous faites quoi? Et je lui dis je suis diplômé de telle école. Et il me regarde, il me dit vous faites quoi? Je lui dis une deuxième fois et il relance. Mais vous faites quoi? Et je regarde ce monsieur que je ne connaissais pas, dont je ne savais même pas qui était cet homme-là, professionnellement en tout cas, quel rôle il jouait dans ce métier. Et je lui réponds, mais comment faut-il vous le dire pour que vous compreniez? Il m'a regardé avec des grands yeux. Ça, je bien croire. Mais j'étais direct, hein. Je lui dis, mais comment faut-il que je vous dise pour que vous compreniez? Et là, il me dit, très bien. Il me fait, créez-moi un peignoir qu'on n'a jamais vu. Ok. Eh bien, aussi invraisemblable que ça puisse être, au moment où il me pose cette question-là, je l'avais dans la tête, le peignoir. Donc, je suis parti à l'atelier dans lequel je travaillais, où je venais d'être employé, et entre mes heures de détente, je dessine, je coupe, je crée, et je lui fais un prototype en toile, ce qu'on appelle de la toile. Je le rappelle, je dis voilà, le prototype est fait, je m'en souviendrai toute ma vie. Il me dit déjà? J'ai dit oui. Il me dit venez. J'arrive, il voit le prototype, il le fait essayer à sa secrétaire de direction, et tout de suite elle est emballée. Ah, c'est super, on est à l'aise, on est bien, etc. Et puis ce monsieur me dit est-ce que vous êtes habile avec une machine à coudre? Je dis oui, pas de souci. Et il me mène dans son atelier et je coupe, je monte, je mets des galons, etc. Et à partir de là, quand je redescends, il le fait essayer à Dominique, et puis et puis il s'en va. Et moi, je reste avec la secrétaire comme ça, plantée. Je me dis, bon, ben qu'est-ce qu'on fait là? Il faut savoir qu'à l'époque, c'était l'époque du franc, je gagnais 250 francs par semaine. C'était absolument rien. Je n'avais qu'un petit boulot à l'époque, et là, le fait que j'avais trouvé un travail, j'avais un salaire plus conséquent, mais je venais de faire un tout petit bond. Donc, je dis à la secrétaire, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me regarde et dit, non, mais c'est bon, vous êtes embauché, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Je suis sorti de là-bas, de son bureau, je faisais des bonds. J'étais tellement heureux d'avoir décroché un poste, et à partir de là, ma carrière a commencé. Voilà. Oui, écoute, c'est vrai que c'est une histoire déjà amusante, rien que par le début, comme ça, enfin amusante avec le recul. J'imagine que sur le moment même, oui, tu étais plein de surprises et d'interrogations. C'est le rêve hein, d'avoir un peignoir de toi, si tu l'as fait aussi vite. Oh, écoute, quand j'aurai suffisamment de place, j'y penserai. Voilà. Si j'ai ce qu'il faut, ben, je te ferai un peignoir, Sandrine, ça te fait plaisir. Mais je ne fais pas de promesse que je ne saurais tenir. Hein, je te dis, on verra comment ça se profile. D'accord.
Je te promets pas non plus de le porter lors d'une émission, hein, ça reste entre nous. Ah, Oh, voilà. mais tu sais, ils sont jolis les Ah peignoirs, hein. oui, oui, Tu oui. sais que je me souviens encore, ça remonte à loin, hein. Je me souviens encore du numéro de référence de ce peignoir. Hmm. C'est impressionnant la mémoire. Autant, des fois j'ai de grosses lacunes, mais là je m'en souviens très très bien. C'était le 9338. S'il y a des gens qui revoient cette vidéo, on ne sait jamais, hein, ils se disent ah mais c'est Pierre Philippe qui travaillait chez nous, voilà. Et la maison parisienne, je peux la citer, hein, c'était la maison Porto, pas la boisson, hein, Non. mais Marc Porto et c'est une très très grande maison. Le, une parure de drap chez eux, je peux parler de prix ou pas? Ah On bah peut. tu fais ce que tu veux, Pierre-Philippe, Eh ben, oui. bon, pour donner une image, une parure de drap en fil, c'est quelque chose de magnifique. Ça vaut à peu près aujourd'hui, en l'équivalent du franc, ça vaut 3 000 euros. Hmm. Est-ce qu'on dort mieux dans ces draps-là? Eh ben, écoute, je peux te dire que oui. Oui, parce qu'ils sont beaux, c'est ça. Ils sont beaux, mais c'est aussi parce qu'on a tendance à oublier ce genre de choses. C'est que il y a des qualités, il y a des matières, comme le lin, comme le métis, comme le fil. Le fil, c'est quelque chose d'extrêmement fin, hein, comme on peut l'imaginer. Et tu as l'impression de dormir dans un nuage. Mhm. C'est intéressant de parler aussi du coût des choses parce que parfois on a l'impression que parce que c'est cher et que ça ne le vaut pas. Et puis on ne sait pas tout le travail qu'il y a derrière. Un jour, je me souviens que Mm. je visitais une exposition et il y a une dame qui avait fait un petit coffret en bois. Mais elle l'avait peint à la manière chinoise, c'est-à-dire elle avait utilisé de la laque. Et elle a expliqué le nombre de couches qu'elle avait Couche. dû mettre sur ce Mm. petit coffret pour qu'il ait cette teinte, pour qu'il ait cette transparence, cette Mm. luminosité. Mais c'était des dizaines et des dizaines de couches, hein. Couche, oui. Donc imaginons que, ben oui, il y a un travail qui est là derrière. Non seulement ça demande du matériel qui est déjà assez cher en lui-même, Un savoir-faire. voilà, du savoir-faire, ça demande un savoir-faire qui s'acquiert avec le nombre des années. Et, Exactement. et oui, quand on a un objet d'art, ben, c'est l'aboutissement de plein d'années derrière, notamment ceux qui font aussi les dorures le long des assiettes. Ben, ça se Mm. maîtrise aussi à force de l'avoir fait. Je pense qu'il faut plusieurs années avant de Mm. pouvoir maîtriser ce filet de dorure qu'on met autour des assiettes. Et donc tout ça se justifie dans le prix Mm. aussi. Tu vois, quand tu regardes la vaisselle, aujourd'hui, il y a toutes les boutiques qui font des services de vaisselle à différents prix. Bien sûr que tout le monde ne peut pas s'acheter un service Hermès, hein, c'est normal. Mais tu vois la qualité, tu sais pourquoi? Parce que la vaisselle, quand tu travailles, parce que moi j'ai réalisé aussi ce genre de choses, ça faisait partie un petit peu de toutes les fonctions que je pouvais avoir. Donc, ça dépend de la qualité du kaolin. On utilise le kaolin pour faire de la porcelaine. Et donc, à un moment au temps de cuisson, la façon dont tu vas le faire cuire, c'est les bulles qui vont s'en échapper, qui vont donner le côté lisse à la vaisselle. Enfin, il y a vraiment quelque chose qu'il faut surveiller de très très près. C'est un petit peu comme la cristallerie. Pourquoi les services Baccarat ou Saint-Louis sont aussi chers? Parce que tout est fait à la bouche, au soufflet. Enfin, il y a une technique qui est extraordinaire. Donc, c'est sûr que c'est cher. C'est pas à la portée de tout le monde, c'est vrai, mais on a le plaisir de les voir. C'est, et c'est pareil, la vaisselle, le bijou, voilà, c'est toutes ces parures-là qui donnent le plaisir de les faire et de les réaliser, pour ceux qui aiment ça, évidemment. Oui, c'est sûr. Et puis on peut avoir le plaisir de les voir, même si on ne les possède pas. On n'est pas obligé de tout posséder pour se Non, réjouir de la beauté des choses, hein. oui, et tu sais, moi, j'avais pas les moyens de m'acheter les produits que je fabriquais, hein, entre guillemets, que je dessinais. Tu vois, la technique, c'est que quand tu travailles dans dans ces ateliers de dessin, je te donne un petit exemple. Un jour, c'était Monsieur Marc Porto, notre PDG, vient me voir dans l'atelier, il me dit, venez, on va choisir des dentelles au coffre. Quand j'ai dit un coffre, c'est coffre-fort, hein, parce que tu as des dentelles qui valent très très cher. C'est toujours pareil, c'est pas du synthétique, tout est fait à la main, la petite aiguille, enfin bref, il y a un tambour pour faire tout ça. Et il me dit voilà, d'après cette dentelle-là,
je souhaiterais que vous composiez toute une parure, ce qu'on appelle un retour de drap. Tu sais, quand tu fais ton lit, tu retournes le haut du drap. Les couettes, tu les balances comme ça, et puis c'est Oui, tout. oui. Mais On un replie, on drap, fait un bord, voilà. voilà. Et si tu veux, à l'époque, au 18, 19e, il y avait il y avait des significations pour ça. Tu vois, plus les draps avaient un retour important, plus la maison était riche. Tu vois, c'est pareil pour les serviettes. Plus les serviettes étaient grandes, ça donnait ça démontrait, si tu veux, la bourgeoisie de la personne. Enfin, son rythme de comment on appelle ça, sa fortune, voilà, si je fais un peu plus simple, je trouve pas les mots. Et donc, nous, on travaillait sur les retours comme ça. Et on arrivait à faire des choses, tu fais des tableaux, c'est des choses incroyables. Je me souviens une fois, euh, on avait eu, alors je vais pas donner de nom, mais on avait eu une personne fortunée et on devait réaménager et son yacht. Il avait un très grand yacht et là, tout, il avait choisi une thématique qui était liée à l'eau, évidemment, et on devait faire les poissons, des poissons coralliens avec tout un ensemble de choses comme ça, et tout ça a été fait à la main. Donc, moi, avec ma petite main, je faisais mon dessin. Après, tu prends des pinceaux qui sont très très fins pour représenter un peu le fil et la trame. Et tu dois travailler dans ce sens-là, parce que après, ça passe où c'est fait à la main, ou c'est fait sur des grands cadres qui vont transposer ce que nous avons fait, en l'occurrence, ce que je faisais sur mon papier et mon calque. Une fois que tout était fait, c'était peint, et on envoyait ça aux professionnels. Et quand on voyait revenir le travail que l'on avait fait sur papier, on avait l'impression d'avoir fait un miracle tellement c'était bien retranscrit, c'était d'une finesse et d'une beauté avec les couleurs adaptées. C'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est fait vraiment à la loupe. Il faut que ce soit tout à fait en correspondance avec ce qu'on fait. C'est pas de l'abattage. Oui, d'accord. Et comment ça s'est passé alors pour toi? On va faire une petite diversion vers le côté médium, hein, parce que tout en travaillant là-bas, et puis on va revenir, hein, au linge de maison, mais au niveau de ta médiumnité, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'est réveillé chez toi en étant dans ce milieu finalement du linge, du stylisme, de la mode? Comment ça s'est passé pour toi? Mais je l'ai toujours eu, c'est-à-dire que je suis né avec. Donc, si tu veux, je pouvais être inspiré, je pouvais avoir. Tu le captes pas au début. Tu te dis que bon, ben, tu as ces capacités-là au niveau du dessin, mais il y a des choses que tu fais où tu sais pas pourquoi, tu ressens quelque chose et tu vas le faire. C'est ces inspirations-là. Et après, quand tu es confronté à une personne, enfin confronté, c'est pas le terme. Quand tu es en lien avec quelqu'un, mettons, on va venir te voir au bureau, on va te dire, tiens, je voudrais ci, je voudrais ça, et puis tu te dis, mais c'est bizarre, je l'ai rêvé, ça. Cette situation, je l'ai rêvé. Je savais que j'allais avoir rendez-vous avec telle personne, et tout d'un coup, ça se présente devant toi. Donc, en ce qui me concerne, en tout cas, tu es un peu surpris, tu te dis, tiens, c'est un côté amusant, tiens, j'ai ressenti ça, ou j'ai vu ça. Et doucement, doucement, ça se met en place dans ta tête. Mais moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans, hein. J'ai pris conscience de ça à 17 ans. Et tu en as pris conscience comment, justement? Qu'est-ce qui un Ben, jour fait que, il y a eu ce déclic et tu te dis: «Tiens, quand même, c'est étrange, où je perçois ou...» oui, mais tu sais, je pense que comme tu le reçois, c'est une évidence. Comme toi, tu peins merveilleusement aussi. Voilà, c'est comme ça. Tu le fais, tu es inspiré, tu as ces capacités-là. Je veux dire, eh bien, c'est pareil pour le côté médiumnique. Tout d'un coup, tu vois quelque chose ou tu sens quelque chose, ça fait partie de toi. Après, quand tu commences à rentrer un petit peu plus dans la conscience, moi j'ai mis é- émo- énormément de temps à conscientiser, vraiment. Ça a été quelque chose où j'étais extrêmement instinctif
et je me laissais porter. Donc, j'allais comme ça, je me posais pas vraiment de questions. Puis au bout d'un moment, tu finis par t'en poser. Mais ça n'a jamais été un frein. Pour moi, ça a été un accompagnement. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, quand j'étais aux Beaux-Arts et que je passais mon examen, ma main y allait toute seule. Je me suis dit, c'est fou quand même. C'est l'impression que j'avais. Mais j'étais guidé. Après, on l'entend ou pas, on le comprend ou pas, peu importe. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ça, je le sais. Et c'est des choses qui te marquent. C'est-à-dire que parce que ça fait pas partie de ton quotidien. C'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus présentes en toi. C'est marqué, comme si tu étais marqué par une situation, parce que tu vas voir ça ou tu vas retenir ça. Tu vois, c'est ce peignoir-là. Je pourrais dire que il m'est venu comme ça. Tu peux demander à quelqu'un. Après, quand tu es dans ce métier, quand il faut devoir avoir des inspirations, des fois c'est compliqué, hein, parce que tu as ta page blanche et qu'est-ce que je vais dessiner, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je trouve le bon thème, etc. Puis à un moment, ça se déclenche tout seul. T'es inspiré. Oui, c'est ça. Donc tu dirais que c'est une forme de médiumnité déjà Oui, de faire de l'art, oui. Est-ce que tu penses que oui. tous les artistes sont médiums et est-ce que tous les médiums sont artistes? Je connais des médiums qui sont pas du tout artistes, donc c'est facile pour répondre à ta question. Mais non, je pense pas qu'on puisse faire un résumé comme ça. Je crois que c'est propre à soi. On peut pas faire de colonisation comme ça. Non, du tout. Mais l'artiste a une certaine sensibilité. Donc, à travers cette sensibilité, il peut capter des choses. Peut-être pas comme moi je les capte, parce que bon, on sait qui je suis, ce que je fais aujourd'hui dans mon travail en tant que médium, mais je connais des artistes sont très inspirés. C'est leur, ça va. Alors pour certains, ils peuvent se dire, ça dépend de l'ego. Ils peuvent se dire non, non, c'est moi qui crée, personne d'autre. Mais on est inspiré, on l'est. Je pense que oui. Alors j'ai un petit jeu que je fais avec tous mes invités. Ici, Ah, ah oui, il faut choisir, c'est très simple, tu vas voir, il faut choisir un chiffre entre 1 et 10. 7. 7. Alors, attends, je cherche. Ah ah, voilà le 7. Alors, le 7, c'est donc une citation que je vais te lire. Elle provient de Nathalie D'Angelo, qui était également médium et qui était ma première invitée sur cette chaîne. Et elle a dit une merveilleuse phrase que je te cite. Sans amour, on ne peut pas apprécier l'art. Elle a raison. Elle a raison. Je vais faire un lien avec l'art et la médiumnité. Si tu ne le fais pas avec le cœur, ça passe pas. Tu dois désapprendre beaucoup de choses. Ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, Désapprendre. Ah oui, oui, explique-nous. désapprendre, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu le fais avec ton cœur et tu réfléchis pas autrement. C'est-à-dire que tu dois te laisser porter, inspirer. Tu dois pas regarder le commentaire, les regards des autres. Non, tu fais les choses comme tu les ressens. Et dès l'instant où tu vas le faire parce que c'est spontané, la spontanéité, alors il y a des excès, hein, évidemment, hein, parce qu'on peut aller aux extrêmes, hein, mais la spontanéité, c'est une vérité en soi. Et il faut quand même une certaine maîtrise technique, même si Oui, tu... Oui, 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 mais pour ceux qui sont, il y a des gens qui vont être comptables parce que pour eux les chiffres c'est tout. Moi j'ai une de mes amies, elle est comptable, mais elle se régale. Moi dès que j'ai une comptabilité à faire, je remets au lendemain, je déteste ça. Donc chacun on a tous quelque chose qui va nous attirer plus ou moins. Tu hmm. vois. Donc le cœur c'est une évidence, mais après ça nous donne l'énergie, ça nous donne l'envie. Regarde, quand tu croises un regard et que tout d'un coup ton cœur s'emballe, c'est quand même magique. Ça nous porte, on est capable de faire, comme on dit, on pourrait dépasser les montagnes. Cette inspiration-là nous mène à nous dépasser.
Voilà. À nous dépasser. Et pour les personnes qui vont acheter ce linge de maison particulier ou autre, hein, c'est quelque chose qui touche quand même à l'intime, tout ça. Est-ce que tu as le sentiment que ça révèle quelque chose de la personne? Oui, tu vas être, tu vas vouloir, tu vas vouloir, je sais pas, c'est un peu comme la peinture, c'est un coup de cœur. Quand tu choisis une toile, quand tu vois une toile où elle te parle ou pas, c'est-à-dire c'est l'émotion qu'elle va faire naître en toi. Que tu as, tu as quelqu'un qui va choisir, tu parles de la vaisselle, je dirais, pourquoi il va aller chercher plutôt quelque chose de très épuré et quelqu'un plus campagnard, ou plus géométrique, mais ça va dépendre de ce qu'il est, son éducation, ce qu'il appelle, ce qu'il ressent, de quelle manière il va visualiser les choses. Et, Donc il y a un côté, oui, il y a une première approche, tu fais appel à ta sensibilité et ton désir d'aller vers telle ou telle chose. Tu as des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça. Pour eux, c'est accessoire. Je dirais, ils mangeraient avec une cuillère en bois. Donc, et pourquoi pas? Je ne sais pas si tu as essayé, mais c'est très agréable de manger avec une cuillère en bois. ouais, ça parfume, je trouve, un peu les plats. En tout cas, ça, tu as pas ce goût. Pour certains, il y en a qui n'aiment pas le goût de fer dans la bouche. Et il y a quelque chose qui ramène au naturel. Et est-ce que tu penses que les textures, les motifs, les couleurs, est-ce que tout ça, ça peut influencer notre état d'être aussi? Oui, 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 oui. Je me souviens une fois, tu veux une toute petite anecdote? Oui, bien sûr. Euh, j'habitais au centre de Paris. Et puis, ma logeuse avait l'habitude de regarder un petit peu. Donc, et moi, j'avais une chambre qui était assez grande pour l'époque et j'avais un couvre-lit bleu. Alors bon, ça se voit derrière moi, j'aime bien le bleu. Mais pas que ça, mais j'aime bien le bleu. Et puis, pour moi, c'était apaisant. Quand je rentrais chez moi après ma journée, je me sentais très bien. Et un jour, j'arrive après mon travail, je rentre chez moi et je vois ma chambre, enfin, parce que c'était une pièce principale, hein, et elle m'avait mis un couvre-lit orange, mais orange pétard. Quand je suis arrivé, ça m'a complètement agressé. Je suis descendu à quatrième vitesse, j'ai dit, oh, rendez-moi mon couvre-lit. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. Donc, les couleurs, oui, les couleurs ont une incidence sur notre mental, oui. En Hmm. tout cas pour moi. C'est amusant que tu parles de l'orange parce que figure-toi que un de mes enfants, quand il était petit, j'ai voulu lui acheter une veste qui était de couleur orangée. Il était petit, hein, et ses yeux se sont remplis de larmes et il m'a dit: «Oh non, pas ça, maman!» Et on l'a remis dans le rayon. Mais tu sais, j'ai eu, je me souviens, je me suis acheté une veste il y a quelque temps, ça fait un petit moment déjà. Je l'avais trouvée super belle, elle était orange. Et il y en a qui pensaient que je faisais partie de la voirie, tu sais. Ah oui. Et non, donc tu vois, c'est en fonction de ton humeur, des moments, et puis de tes envies. Tu en as qui vont s'habiller en noir jusqu'à la fin de leur jour. Parce que c'est apaisant, parce que puis c'est facile aussi, voilà. Donc, mais la couleur, c'est la vie. Donc, bon, aujourd'hui, je suis plutôt sobre, hein, mais voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir changer, comme ça tu m'as vu à différentes occasions où j'ai des choses qui sont un petit peu plus colorées, Mhm. voilà. C'est un état d'esprit, c'est vraiment un état d'esprit. Oui. Et toi, il y a des matières qui te parlent plus que d'autres dans les tissus ou dans le lainage? Enfin, je sais pas, à quoi tu es le plus sensible? Ben moi j'aime tout. Je n'aime pas trop le synthétique. Voilà. Ça, c'est quelque chose pour mon confort ou la transpiration, tout ça, je le gère assez mal. Mais j'aime bien les matières nobles. Oui, c'est vrai. J'aime les beaux cotons. Alors, le coton assez fin, hein, pas les cotons qui sont trop épais, parce que des fois, tu achètes des polos l'été, ils sont jolis comme ça. Mais quand tu les portes, ils sont faits avec 3 tours de fil, ils sont lourds.
Puis en plein été, tu auras envie d'être en t-shirt bretelle, hein. Mais les matières sont très importantes. J'aime beaucoup le lin, j'aime bien la soie, j'aime bien, enfin, les matières nobles, pas parce que c'est coûteux, hein, ça n'a rien à voir, hein. C'est simplement les matières où on est vraiment confort dedans. Mhm. Voilà, tu vois. Oui. Et comment toutes tes pratiques artistiques, elles ont enrichi ton existence? Oui, c'est une très bonne question, ça, parce que ça m'a accompagné. Non seulement ça peut te surprendre ce que je vais te dire, ça m'a accompagné parce que c'était un vrai plaisir, mais ça m'a accompagné aussi parce que ça m'a permis de gagner ma vie. Et donc, l'un avec l'autre, c'était tout bénef, quoi. C'est-à-dire, j'adorais ce que je faisais, ça me permettait de gagner ma vie et de pouvoir me sentir à l'aise dans ce que je faisais, tu vois. Donc, mais tout ça, en y réfléchissant comme ça, je m'aperçois que c'était toujours accompagné avec quelque chose de très sensible. C'est-à-dire que c'est le plaisir que tu prends à faire quelque chose qui te réjouit. C'est, c'est très puissant, ça. C'est très stabilisant, c'est réconfortant, ça amène une eau claire dans ta vie. C'est vraiment très, très bien. Tu es plus à l'aise en tout. Mais le côté ésotérique n'est pas loin à chaque fois. Alors, je le conscientise pas tout le temps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à cette époque, mais ça ne m'a jamais lâché. Donc, c'était encore quelque chose de réconfortant parce que tu es à l'écoute des situations, même si tu penses pas. Tu vois, quand je suis allé voir cet ami qui faisait son exposition à la mairie du 9e, j'étais vraiment inspiré, puisque en la rencontrant, je rencontre ce monsieur qui va devenir mon patron. Donc, Oui, c'est comme si les choses avaient été semées pour toi, quoi. mais oui, Mhm. oui, oui. Et pourtant, je te cache pas que avant, parce que ça a été la première ouverture, mais avant, c'était un parcours de galérien, mais galérien. J'habitais en Provence à l'époque et je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris pour aller montrer mon book, ce que je faisais, etc. Alors, il y en a qui étaient intéressés, puis après, ils donnaient pas de suite. C'était, c'était assez éprouvant. Puis le jour où tu tombes sur quelqu'un je dirais pas que tu provoques, mais quand tu lui dis comment je dois vous le dire pour que vous compreniez, j'ai réalisé après, je me dis mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis allé lui dire? Mais tu vois, je suis pas allé dans la provocation exprès. Mais bon, je te le dis une fois, je te le dis deux fois, tu comprends pas, ben écoute, voilà. Mais à aucun moment j'ai réalisé qui était ce monsieur et ce qu'il représentait sur la scène de l'art. Et le fait d'avoir travaillé pour lui, pour cette maison, est-ce que c'était un travail ou est-ce que tu ne le ressentais pas comme ça? Parce que tu as parlé énormément de joie, donc j'aimerais bien avoir Mm. ton éclairage là-dessus aussi. Oui, 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 quand j'ai travaillé pour lui, d'abord j'ai adoré cet homme parce que très à l'écoute, quelqu'un de, tu vois, tous les matins, il venait dans le bureau de style, il venait saluer tout le monde, il nous demandait comment on allait. Il y avait, bon, il fallait travailler, c'est sûr, mais quand tu travailles dans un domaine que tu aimes, mais c'est agréable. Après, je me suis déplacé, j'ai travaillé pour d'autres maisons, et si tu veux, dans le domaine qui était le sien, on avait beaucoup de personnes qui venaient faire des commandes. Les commandes étaient très importantes. On travaillait vraiment pour l'individu. Donc, des gens qui allaient acheter autre chose dans d'autres établissements de même gamme, et on venait. Tu vois, il y a des gens qui venaient. Je me souviens, une fois, il y a une dame qui est venue. Elle avait acheté le service du Toucan chez Hermès et elle voulait une nappe assortie à ça. Donc, mais il y a tout un protocole. Tu vois, quand je dis une nappe, je me souviens une fois à travailler pour une autre maison qui n'avait pas vraiment à voir. Il y avait beaucoup de prétentions, mais pas beaucoup de liens avec le travail que je faisais auparavant. Et quand on m'a demandé de faire une nappe pour tel service, on m'a dit, ah, mais vous faites une nappe, vous mettez ça, là, et ça. Un dessin comme ci, comme ça, placé n'importe où. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, on te commande une nappe sur mesure, eh bien, tu dois placer tes assiettes. Il faut, pour que le décor ne soit pas mangé par les assiettes,
mais il faut pas qu'il y ait de trous non plus. Donc, quand je dis trous, c'est quand tu passes, mettons, 4 ou 6 assiettes, si tu dessines autour, tu vas voir un moment que tu vois du blanc posé sur ta nappe. Et là, c'est tout un savoir-faire. Ah oui, Voilà. c'est passionnant, j'adore t'écouter. Tu vois, Oui, donc, oui, oui, et tu dois faire, tu as des chaînes de feuilles à mettre, tu as quelque chose pour que ce blanc ne se voit pas. Il faut que ta nappe soit un tableau. Il faut que ce soit un tableau. Et tu sais, je me souviens à une époque, je sais pas si tu connais, il y a de la broderie qui se fait, ce qu'on appelle la broderie, c'est de la cornélie. Est-ce que tu connais? ah non, explique-nous ce que c'est. Tu as une table, un support, tu as une machine, et si tu veux, elle pique, elle pique par-dessus, mais elle pique dessous, et tu la mènes à la main. T'as une petite roue dessous, et c'est toi qui mènes ton aiguille. Tout se fait à la main comme ça. Imagine, c'est quand même assez difficile et douloureux parce que t'as des tensions. Et à partir de là, tu dois tout piquer, et ça fait une espèce de, c'est comme une chaînette, et tu dois être très très, faut être très pointilleux, il faut être très juste, et c'est comme tu disais tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que ça a un certain coût, mais le résultat est magnifique. Ah C'est oui, on ne magnifique. s'imagine pas que ce soit aussi physique de faire de la couture. C'est Ah fatigant mais si, finalement, oui. si, tu sais, quand tu fais de la couture, moi pour l'avoir exercé longtemps, euh, je peux pas me mettre sur un fauteuil, une chaise comme ça. Tu te mets sur un tabouret. Parce que tu as une posture à avoir, parce que sinon tu es déglingué après. Ah oui. Tu sens plus ton cou, tu sens plus tes bras. Voilà, c'est une manière de faire, mais quand c'est fait avec passion, et c'est un délice. Tu manges un superbe dessert, miam miam. C'est très Et agréable. comment tu penses que ton parcours peut enrichir celui de nos auditeurs qui sont en train de t'écouter là? Ben, je ne sais pas. Écoute, s'ils prennent du plaisir à écouter ce que je dis, c'est déjà le premier plaisir. Ah, mais le plaisir, c'est un mot très important, hein. C'est Mais le oui, plaisir, on a parlé de la joie tout à l'heure, le plaisir, oui. Et puis il y a quelque chose que j'ai aimé, tu as dit plusieurs fois, ça m'accompagnait. oui. Mais oui, parce que ce que tu fais, d'abord, tu as une responsabilité, parce que les produits sont chers, et puis il faut être juste dans ce que tu fais. Parce que c'est pas simplement je fais un dessin sur papier, hein, c'est pas que ça. Hein. Tu le sais, quand tu fais un dessin, même sur un tableau, si à un moment tu donnes, bon encore quand on peint, si quelque chose va pas, on les suit. Moi, tu sais, ce qui m'arrive, je dirais pas souvent, mais quand même régulièrement, quand je commence une toile, je pars sur une idée, évidemment. Mon idée, je la suis jamais. Parce que je dis, je vais faire ça là, je vais mettre ça là, et je le fais, et ça part toujours dans tous les Mm. sens. Puis à un moment, ça me plaît pas, je vais dans ma salle de bain, et je prends mon pommeau de douche, et Ah, carrément. ah oui, un jour je te montrerai. Puis ça me plaît pas, c'est pas joli. Et je le repose, je le fais sécher, et je recommence. Et curieusement, ben, le deuxième essai est meilleur. Alors je fais des fois les choses instinctivement comme ça, et la toile va aller du début à la fin. Ou ça peut me prendre une demi-heure, ça peut me prendre 2 heures, et je regarde pas. Des fois, je passe des nuits entières. Des nuits entières, je dis, ah, c'est pas possible. Mais tu commences un truc, tu dis, ah, allez, va te coucher. Puis tu dis, ah ben non, là ça va pas. Ce noir, là ça va pas, il faut que je corrige. Tu viens toujours corriger quelque chose. Mais ça fait partie du temps. Et après, le temps, tu ne pourrais pas passer, mais parce que c'est un plaisir, c'est un accompagnement. Tu n'es pas tout seul quand tu peins. C'est-à-dire, Eh ben, tu n'es pas tout seul parce que tu es heureux de faire ce que tu fais, tu es dans cet engouement, dans ce désir, c'est quelque chose qui t'accompagne. Je vais exagérer peut-être pour certains, mais c'est de l'amour à l'état pur. Il y a vraiment quelque chose qui sort de là. Tu sais, quand tu regardes le tableau, alors c'est Léonard de Vinci que j'aime beaucoup. Il n'y a pas que lui, mais tu sais, quand il dessine l'homme avec la croix dans la main. Mais quand tu vois ça me met dans une émotion parce que tu vois tout ce que ça dégage. Il y a une lecture que tu peux avoir. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Mais il y a quelque chose de magique, peut-être parce que je peins, parce que j'ai le parcours que j'ai eu jusqu'à présent.
Et tu te dis que là, il y a de l'inspiration. Et l'inspiration, c'est ton cœur, c'est ta vision, c'est tout ce que tu vas mettre. C'est de l'émotion. C'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. C'est magnifique. De l'émotion, ben, il y en a eu beaucoup, du travail, il y en a eu beaucoup dans ta vie aussi, de différentes manières, parce qu'un jour, tu as quand même choisi de quitter finalement le monde de la mode, du linge de maison, pour te consacrer exclusivement à la médiumnité, même si tu as continué à peindre pour le plaisir de peindre, Oui. tu es quand même devenu médium à part entière. Alors pourquoi à un moment donné tu as fait ce choix? Alors, il n'y a pas pourquoi. C'est parce que c'est au travers de mon chemin et de mes rencontres. Parce que à un moment, j'ai quitté une maison par rapport à ma vie sentimentale, voilà. On avait décidé de partir ailleurs, etc. Donc j'ai quitté mon boulot. Je vais te raconter quelque chose. Je crois pas te l'avoir raconté, mais tu vas voir pour te dire comment les choses peuvent s'inscrire dans une destinée. J'étais donc à Paris, j'avais mis du temps à trouver une maison digne de ce nom, dans laquelle je me sentais très très bien. C'est celle dont j'ai parlé juste avant. Et puis, un jour, mon compagnon me dit, mais écoute, moi j'en ai marre de Paris, je quitte Paris, je retourne chez nous. Moi, il m'annonce ça le soir, et je lui dis, et je dis, et moi, là, comment on fait? Il m'a dit, mais tu sais, on va trouver une solution. Enfin bref. Et puis, bon, ça me tracassait un peu, tu sais. Et puis, je dis, comment on va faire? En tout cas, quand tu as quelqu'un qui n'est pas bien dans ce qu'il vit, forcément, il a envie de vivre autre chose. Donc, si moi, j'étais épanoui de mon côté, lui, non. Donc, quand on est deux, ben, on voit comment on fait. Et puis, j'étais pas... Je me suis dit, on va voir, je peux pas quitter mon boulot comme ça, c'est pas possible, j'ai tellement eu de mal à l'avoir. Et puis un jour, j'appelle, j'ai eu une conversation avec mon frère qui est dans le sud, et il me dit, tu sais, je lui explique ce qui se passe, tout ça, il me dit, tu sais, c'est quand même un peu bizarre, il y a quelques jours, j'ai pris un autostoppeur, et cet autostoppeur travaille dans une maison en Provence qui est réputée, qui est dans le même domaine que moi, le côté dessin. Et il m'a dit, tu sais, il cherche quelqu'un. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'appelle la maison mère et on me reçoit un peu comme avec le balai devant la porte, tu vois. Il me dit, non, non, on a besoin de personne, machin. Bon, ok. Puis je me dis, mon frère, il l'a quand même pas inventé parce que il a quand même pris en autostop quelqu'un qui travaillait au bureau de style. Donc, et puis je me suis dit, tu veux pas que je rentre par la porte, je vais rentrer par la fenêtre. Donc j'ai appelé la maison mère, enfin l'annexe à Paris, parce qu'ils avaient une antenne à Paris. Et je tombe sur une personne, donc j'appelle, je dis voilà, je suis monsieur Untel, je voudrais savoir, j'ai appris que telle maison en Provence chercher quelqu'un, tout ça. Et puis la personne me dit, mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Je dis, écoutez, je travaille à tel endroit, chez monsieur Marc Porto, etc. Elle me dit, ne quittez pas. Ça a été sa première phrase. Ne quittez pas. Et je parle avec eux. On me transmet une dame. Et ce que je ne savais pas, c'était une des personnes de la direction. Donc, une des PDG, on va dire. Et elle me dit, vous travaillez où? Ben, je lui dis, elle me fait répéter, hein, décidément, elle me dit, vous travaillez où? Je dis, voilà, je travaille à tel endroit. Elle m'a dit, ok, elle me dit, est-ce que vous pouvez venir pour qu'on puisse discuter, tout ça, amener quelques échantillons? Je dis, ça, je peux pas sortir des dessins de ma boîte, mais je peux vous montrer un peu ce que je fais, mais je pourrais pas sortir des choses, c'est interdit. Donc elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, je connais la maison, et j'y vais, et je suis engagé. Et je suis parti en Provence avant mon compagnon. Voilà. Et tu vois, les choses, t'as un chemin comme ça. Et doucement, après, ben, je suis resté dans cette boîte. Après, j'ai eu autre chose. Après, j'ai fait des choses par rapport à moi. Je voulais devenir plus mon maître à bord, j'allais dire. Et doucement, doucement, tu rentres dans un entonnoir. C'est-à-dire, au début, c'est très large.
Et doucement, doucement, au fur et à mesure de ton parcours, ça se rétrécit. Et je commence à rencontrer des personnes. Un jour, j'ai eu une amie, j'essaie de faire court, mais j'ai eu une amie que je croise lors d'une salle des ventes. Ça fait toujours partie de mes plaisirs, tu vois, la brocante, etc. Puis elle me voit, elle me dit, oh mon Dieu, Pierre-Philippe, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Il faut absolument qu'on déjeune ensemble demain. Je dis, je peux pas demain. J'ai repéré un petit coffre de Maharaja. Là, je dis, j'aimerais bien l'avoir pour. Puis elle me dit, mais je te promets, tu seras reparti. Je me rends à l'invitation et je vois une table avec beaucoup de personnes. Je suis un peu surpris. Et la maîtresse de maison dit, vous devinerez pas ce que fait le monsieur qui est à votre gauche, si j'ai bonne mémoire. Et moi, instinctivement, je dis, oui, je sais, il est voyant. Alors lui, il est surpris. Et il me dit, vous voulez qu'on fasse un jeu? Et quand on s'est exercé, il me dit, la prochaine fois qu'on se voit, vous êtes à ma place et moi à la vôtre. J'ai éclaté de rire, moi. Vraiment. Et doucement, doucement, je suis venu vers ce chemin qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Ben écoute, comme on se dirige aussi tout doucement vers la fin de cet entretien, je vais te proposer bien sûr d'expliquer ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi on peut te contacter, et je signale à tout le monde que les liens sont bien sûr en dessous de cette vidéo. Ben, je suis médium, donc je travaille à distance, je travaille par Skype. Après, je fais très peu de présentiel, mais ça peut arriver, mais c'est très exceptionnel. Après, j'accompagne les gens, je fais de ce que j'appelle l'accompagnement médiumnique pour les gens qui ont des questions à se poser et qui trouvent pas forcément un terrain de compréhension, donc je peux les accompagner à ce niveau-là. Mais sinon, oui, est-ce que tu peux peut-être préciser ce que tu entends par médium, parce qu'il y a parfois des confusions, médium, voyant, tout le monde n'entend pas la même chose, que les gens comprennent pourquoi s'adresser à toi. Au secours, tu peux pas poser cette question à quelqu'un d'autre. Mais je vais la poser souvent aux personnes qui pratiquent ce métier parce qu'il y a vraiment des nuances, ça dépend comment on l'entend. Donc, il faut que les gens sachent vraiment s'ils s'adressent à toi, c'est dans quel genre de service. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, est-ce que je peux citer quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui fait des podcasts aussi? Oui, bien sûr. Oui. Bon, ben, en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je trouve très professionnel. Il s'appelle, que tu connais, Xavier Murez. Bah oui, que j'aime beaucoup aussi. Hein. Voilà, quelqu'un qui est excellent dans sa pratique. Et il a eu la gentillesse de m'inviter lors d'un podcast et je lui ai dit, pour répondre à ta question, tu verras, je lui dis, je suis eux et ils sont moi. C'est-à-dire que quand on parle de l'ésotérisme, donc le côté médiumnique, je suis eux avec tous ceux qui m'accompagnent, les anges, les guides, les défunts. Donc moi, je fais un mesclin de tout ça. C'est-à-dire que quand je fais mes séances, bien, je prends ce qui vient. C'est-à-dire que si j'ai un message à délivrer d'un défunt, il va se présenter. Si je l'ai, je fais pas de forcing. C'est-à-dire que je vais pas me dire, je fais que du contact défunt. Non, c'est un ensemble de choses. Donc, j'ai une lecture globale. Voilà. Très bien. Très bien, oui, c'est parfait. Et quelle serait alors peut-être la chose que tu as envie d'ajouter à cet entretien dont on n'a pas parlé et qui te tient à cœur? Je pense qu'il faut déjà avoir le plaisir de pouvoir partager et de discuter avec les gens et pas avoir d'esprit restreint. Il faut être ouvert sur tout, accueillir ce que l'on a, se sentir réconforté de l'intérieur, sachant qu'on est toujours accompagné, même si on ne le voit pas, mais on l'est. C'est pas toujours un parcours facile, mais au moins on a la possibilité de toujours pouvoir rebondir et d'être accompagné. L'échange, le partage, c'est la plus belle chose qu'il puisse y avoir. C'est ce que j'encouragerais aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à s'éloigner et de passer beaucoup, beaucoup de temps sur une tablette, pourquoi pas. Mais il y a des choses qui sont essentielles et utiliser ce moyen-là pour avoir de jolies choses. Moi, je sais que ce soit les podcasts que je peux voir, ils sont toujours intéressants parce que ça apporte quelque chose. Tes interviews, ceux de Philippe, ceux de Didier, ceux de Xavier et même Michael, tu vois, tout ça, c'est quelque chose qui va apporter, qui va grandir ce qu'on est à l'intérieur et rester ouvert surtout.
Eh bien, Pierre-Philippe, je te remercie pour ton partage, en tout cas pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'est un parcours très riche. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Je vous souhaite tout le meilleur, bien sûr, et je vous attends lors de la prochaine émission et à très bientôt.